C'est un peu émouvant de prendre la parole après deux lectures riches, fines, exactes de l'ouvrage. Que je dise, que je rappelle, je le dis toujours quand je suis avec mes collègues et mes amis de droit constitutionnel ou de droit administratif, c'est toujours pour moi un très grand plaisir parce que je sais que j'ai affaire à un savoir rigoureux. Je suis attaché au savoir rigoureux. Et je trouve que le droit constitutionnel, le droit administratif, que je connais beaucoup moins bien évidemment, je dirais se porte bien. Je ne sais pas si c'est votre avis, mais quand je compare à d'autres disciplines, quand je vois ce qu'est devenu le programme de philosophie en classe terminale et en première, c'est-à-dire l'anti-philosophie, carrément, l'abandon, je regrette que le ministre ait signé un tel programme, le programme n'est pas de lui, mais il a signé. Donc j'ai beaucoup d'estime pour vos disciplines et vous savez déterminer des enjeux, vous savez parler clair. Dans mon livre, j'ai cité un certain nombre de collègues juristes qui m'ont beaucoup éclairé sur les dérives de la laïcité aujourd'hui et l'extension que prend la notion, l'agrandissement que prend la notion d'ordre public. Et donc c'est moi qui dois vous remercier parce que vous me créez une occasion magnifique de dialoguer entre différentes. Et j'ai même demandé à mon collègue et ami Philippe Portier que l'on joue un jeu un peu différent de ce que nous avons fait bien il y a quelques jours aux séries. C'est-à-dire, j'ai dit à Philippe, ce serait intéressant que tu marques les différences du point de vue du politiste, du point de vue du sociologue, du religieux, vis-à-vis de ce que j'ai fait. Et moi, je vous fais d'abord une introduction que je n'ai faite nulle part ailleurs dans les 6 ou 7 rencontres que j'ai déjà eues sur ce livre, y compris en Chine et au Japon d'ailleurs, c'est un grand plaisir. Enfin, en visio, hein, en visio. En visio. Bon. Aujourd'hui, je voudrais, avant de parler du livre, je voudrais vous redire d'où je viens, mais ça a déjà été bien expliqué par M. Gaëtan Quiquenois et ça a été expliqué par mon collègue Xavier Gaudin. Mais si vous voulez, je vais un peu m'appesantir sur ce qui me semble la continuité de ma recherche. Alors, après coup, parfois on construit des continuités illusoires, tant pis, je vais essayer. Mais je crois que ça vaut la peine que je vous dise qu'est-ce que le philosophe politique a poursuivi au CNRS dans la discipline sciences politiques et à Sciences Po, dans un enseignement qui ne s'est pas limité à l'école de journalisme, mais qui a porté sur le département qui est devenu un master, pensée politique. Alors, permettez-moi de remonter en arrière sur ce qui a été mon point de départ de recherche et de vous expliquer pourquoi j'en viens aujourd'hui à ce livre. Je me suis éclairci moi-même les idées pour vous là-dessus, parce que, en toute sincérité, je ne l'avais pas fait ailleurs. Bon. Le fil directeur de ma recherche, depuis les années 1980, c'est-à-dire depuis que je suis en sciences politiques, que j'ai suivi 6 ans le séminaire en histoire de François Furet, que j'ai fait donc un doctorat d'État en sciences politiques sur le discours jacobin, dirigé par Georges Lavaux à Sciences Po, et avec 2 philosophes dans le jury, et François Furet, dont j'ai suivi le séminaire et qui est quand même le grand inspirateur de ce doctorat. Donc 2 politistes, un historien, 2 philosophes, cela vous montre que déjà j'essayais de combiner les approches. Mon fil directeur, finalement, c'est assez simple à l'énoncer, c'est les rapports entre l'autorité de l'État et les libertés de l'individu et de la société. Et donc il ne s'agit pas seulement du libéralisme, mais il s'agit de cette question, jusqu'où l'État peut-il aller pour protéger et ne pas blesser les droits et les libertés dans la société et pour l'individu. Mais nous allons voir que je vais aussi inverser la question, jusqu'où les droits et les libertés peuvent-ils aller? Bon. Procédons par ordre. Mon premier modèle, donc, a été... J'ai fait commencer à travailler sur le corpus Révolution française, toute la Révolution française au début, tout en voulant comparer ce qui se passait sous la Constituante et ce qui se passait en 93-94 avec le gouvernement révolutionnaire. Et j'ai pensé que la question de la représentation allait être une question importante pour moi.
Et je cherchais donc des clés, des modèles. Et c'est là que j'ai lu Le Léviathan de Hobbes, que je n'avais pas lu avant, et dont j'ai pensé qu'il était très éclairant pour les débats révolutionnaires. C'est-à-dire le lien entre la souveraineté et la représentation chez Hobbes. Le point capital est que c'est le représentant qui est le vrai souverain. Car il institue le peuple politique. Le peuple politique n'existe pas avant le représentant souverain. Et il institue donc l'obligation envers les lois de ce peuple politique. Il n'y a pas un souverain d'origine chez Hobbes, nous ne sommes pas chez Jean-Jacques Rousseau, ni chez Locke. Il n'y a pas un souverain d'origine, il y a une anarchie d'origine. Et alors les libertés chez Hobbes? Les libertés résultent du silence de la loi, les points sur lesquels elle n'a pas stipulé, ou des limites explicites à ces libertés que fixera la loi, ou encore des droits issus de la nature humaine, y compris un droit de résistance virtuel. Et j'ai éclairci ce point qui n'est pas très présent dans mon livre « Hobbes et l'État représentatif moderne ». J'ai éclairci ce point dans un article en anglais, dans une contribution en anglais au Hobbes Leviathan Companion, sur le droit de résistance chez Hobbes et sur la part de libéralisme, du coup, qui est dans la pensée de Hobbes. Contrairement à Locke ou contrairement à l'esprit américain, à la culture américaine, il n'y a pas une primauté originaire, naturelle de la liberté, qui ensuite chercherait une conciliation avec la loi, comme chez Locke, par exemple. La loi naturelle, puis les lois civiles, puis et la loi d'opinion, les trois lois. Non, bien qu'il y ait loi de nature chez Hobbes, mais ceci ne donne pas un peuple. Ce n'est pas une forme pré-politique. Il n'y a qu'une multitude désunie, il n'y a qu'une anarchie entre les humains. L'autorité de l'État législateur est donc, conclusion de ce passage par Hobbes, l'autorité de l'État législateur est le télescope et le microscope des libertés. Des libertés publiques, des libertés économiques, très importantes dans le Léviathan, des libertés familiales, des libertés privées. Il y a même des droits de l'homme. Il y a même des droits de l'homme. Alors la première illustration de ce modèle, ça a donc été la Révolution. J'ai essayé d'interroger le discours révolutionnaire sous le prisme de ce modèle hobbesien. Et du coup, j'ai rencontré des matériaux auxquels je ne pensais pas. À partir du moment où vous posez une question au matériau, le matériau se transforme sous vos yeux parce que vous avez orienté votre lecture. Et effectivement, j'ai trouvé des éléments qui, d'ailleurs, m'ont surpris, combien ce modèle hobbesien était éclairant. Donc j'ai comparé la Révolution dans sa phase libérale, et libérale entre guillemets, parce que si je parle devant d'éminents spécialistes, il faut que je fasse attention à la Révolution libérale en France. Donc j'ai comparé la phase libérale au gouvernement révolutionnaire de décembre 1793. Alors la démarche hobbesienne, rapidement, il y a deux aspects intéressants. En 89, c'est depuis la loi positive que se juge, que se perçoit l'espace des libertés. Bien que dans la déclaration, et dans les déclarations révolutionnaires, bien qu'il y ait des droits naturels, je le sais, des droits naturels du sujet humain, et sans instance de contrôle, vous le savez, entre les droits de ce sujet et la loi positive, n'est-ce pas? Vous connaissez l'échec de Sieyès pour essayer d'introduire un tribunal des droits de l'homme. La souveraineté du peuple, vous me direz, tout de même, la souveraineté du peuple, vous n'allez pas la nier, monsieur Jaume, parce que tout d'un coup, vous seriez devenu hobbesien. Entre parenthèses, je suis locquien, je ne suis pas hobbesien de confession, mais j'ai besoin de Hobbes. Autrement, je ne serais pas libéral. Non. La souveraineté du peuple, c'est l'attribut indispensable reconnu par le discours des gouvernants. Mais en 93, je passe tout de suite à 93, l'État est beaucoup plus que l'exercice de la souveraineté du peuple, ou de la souveraineté de la nation, si vous voulez réintroduire cette catégorie, un peu désuète en 93.
L'État est la personne avec un grand P. Il est la persona du peuple. Il est la persona multitudinis de Hobbes. De quel droit vous dites ça? Tout simplement, en allant lire, c'est l'un des matériaux que j'ai découvert, les 15 circulaires du Comité de salut public en décembre 1993 à l'instauration du gouvernement révolutionnaire. La métaphore suivie, la métaphore organiciste, vous explique bien que le peuple est partie prenante du corps formé par le gouvernement et la Convention. Et nous sommes les bras, nous sommes les poings, etc. etc. La métaphore se développe dans ces textes. Et d'autres textes, j'ai sorti un illustre inconnu qui était quand même aux archives parlementaires, qui lui aussi brode, sans être montagnard d'ailleurs, brode sur cette métaphore à la fois absolutiste, me semble-t-il venu de l'absolutisme, mais surtout hobbesienne. Ça ne veut pas dire qu'ils ont lu Hobbes, je précise tout de suite. Je ne parle pas d'une influence. Mon travail n'est jamais en termes d'influence. Je récuse la démarche de recherche des influences. Parce qu'on présuppose d'avance qu'on va trouver, en général. Non, ma démarche, c'est essayer de trouver des structures communes et des enjeux éventuellement non explicites. Non seulement il est la personne, mais ce gouvernement révolutionnaire est la tête du corps du peuple. Il est le 10 août 1793, Hercule, qui de sa massue, je cite David, l'organisateur de la fête, qui de sa massue écrase l'hydre fédéraliste dans le marais fangeux. J'ai nommé les Girondins. Comme s'ils étaient des centralisateurs, jusqu'à notre président qui partage cette fadaise. Depuis François Furet et Mona Ozouf, on se bat pour expliquer que les Girondins n'étaient pas des centralisateurs, que ça n'a aucun sens. Ça fait rien. La presse continue, et je regrette que Emmanuel Macron, qui a quand même une teinture d'histoire, soit tombé dans cette fable. Bon. Ma deuxième illustration, et là je vais être très très rapide, ma deuxième illustration de la question, de la problématique, sera l'individu effacé. Beaucoup plus tard donc. Je me suis dit, les libéraux français, que je vais maintenant aborder, sont sans doute l'antithèse du jacobinisme, du grand discours montagnard et jacobin. Ce sont sans doute l'exact opposé. L'antithèse de la prééminence de l'autorité de l'État sur les libertés. J'en suis venu à distinguer trois courants du libéralisme français. Le courant tout petit au départ des doctrinaires, beaucoup plus grand ensuite de l'orléanisme, le courant donc bien représenté par François Guizot, qu'on peut faire aller jusqu'à peut-être Édouard Balladur, qu'on peut faire aller peut-être jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing, et qu'on peut faire aller dans Macron 1 ou plutôt Macron 2. Voilà, bon. Je vous rappelle un exemple qu'en France, par exemple, les lois sur la presse, si je me souviens bien, je n'ai pas relu mon livre, il me semble qu'il y a eu 36 lois sur la liberté de la presse, loi sur la liberté, il y en a eu 36, plus 4 décrets ou arrêtés de Napoléon III. Donc on arrive à 40 textes avant la loi de 1881. Ça en dit long sur quand même l'inquiétude de l'État devant la liberté de la presse. Autre courant, le courant du libéralisme constitutionnel, Copé, Madame de Staël, personnalité décidément très importante, encore trop sous-estimée. Je continue à travailler sur Madame de Staël. J'essaie de combler un certain nombre de méconnaissances, Benjamin Constant, Madame de Staël, Sismondi, etc. Le libéralisme de Copé. Et puis le troisième courant, dont il y aurait beaucoup à dire et dont il faut se souvenir, les catholiques libéraux, fort minoritaires mais très importants, notamment en 1830. Lacordaire, Montalembert, le premier l'a mené. Bon, le deuxième l'a mené. Que dis-je, le premier? Non, le deuxième l'a mené. J'arrête sur l'individu effacé. Troisième illustration de ma question, le cas Tocqueville. Ah, Tocqueville. Tocqueville, je ne vais tout de même pas le faire passer sous la faux du rapport entre l'autorité de l'État et la liberté. Et oui, mais dans un manuscrit, dans les œuvres complètes chez Gallimard, dans un manuscrit de son travail parlementaire, donc c'est le manuscrit d'un discours, il écrit « Nous assistons, 1844, nous assistons au massacre de toutes les autorités. » Toutes les autorités. Et j'essaie de montrer dans mon livre, qui est entièrement centré sur cette question, que la question de Tocqueville était, si je compare les États-Unis à la France, car pas une page, a-t-il écrit à Kergorley, pas une page de démocratie en Amérique ne m'a empêché de penser à la France.
au contraire, m'a conduit à comparaître la France, même si je ne le dis pas, lettre à Gorlet, qui est très importante, évidemment. Je me suis un peu perdu dans mon discours. Tocqueville, donc, la question qu'il se pose, c'est est-ce que la démocratie moderne est capable d'autorité? Nous sommes rattrapés par ces questionnements. Je pensais avoir abandonné la représentation, parce que la représentation, je m'en suis occupé 15 ou 20 ans, j'ai dit c'est fini. Non, il paraît qu'il faut tout reprendre. Bon. Voilà, nous sommes rattrapés par les questionnements. Et Tocqueville, deux mots sur l'Amérique, Tocqueville considère que le judiciaire américain est une aristocratie dans la démocratie, je le cite, et a une autorité qui, bien sûr, est un pouvoir, à la différence de chez nous. Une autorité qui est un pouvoir. Donc, ça veut dire que la société peut toujours en appeler à ce tiers pouvoir. Ce tiers pouvoir est supposé défendre l'autorité, non pas de l'État, mais de la Constitution. Donc, une impersonnalité du tuteur des libertés. La Constitution, quoi de plus impersonnel? Serait-ce une culture protestante qui parle là? La quatrième illustration de ma question. J'ai travaillé depuis une dizaine d'années, et je n'ai toujours pas publié, sur Durkheim, vous l'avez signalé, n'est-ce pas? Fondateur de la sociologie en France, la grande question de Durkheim, quelle est la source de la cohésion sociale? Réponse, très simplifiée de ma part, c'est l'autorité de la société, et notamment de la conscience collective. Le concept essentiel, dont en général les sociologues ne veulent pas entendre parler. Quand je prononce le mot conscience collective devant des sociologues, ils ne connaissent pas, enfin, sauf très rare exception. Pour eux, ça, c'est pas sérieux, c'est pas scientifique, c'est pas le bon Durkheim. Et oui, mais désolé, Durkheim est un agrégé de philosophie. Durkheim a lu Tocqueville. Durkheim s'intéresse à tout ce qui touche à la religion et tout ce qui touche à la philosophie. Et on ne peut pas dire qu'il y a un bon Durkheim et un mauvais Durkheim. Autorité de la société, mais pas de l'État. Dans les leçons de sociologie, l'État est simplement un organe réflexif de la société. L'autorité ne vient pas de l'État. L'autorité vient de la pression que le collectif exerce à chaque instant sur chacun d'entre nous. Et donc ça va être la mission de l'école. La mission de l'école va être de faire sentir cette pression de la société sur l'enfant. Et son collègue et ami, agrégé de philosophie comme lui, de gauche comme lui, dans la lutte pour Dreyfus comme lui, fondateur de toutes les associations de gauche, bon, le mot m'échappe, comme la Ligue des droits de l'homme, mais aussi comme sur l'école publique, la grande, la Ligue de l'enseignement, voilà, bon, etc., etc. Son collègue et ami Buisson, pas du tout d'accord. Voici ce que Durkheim dit, juste 3 lignes. Quelle est la finalité de l'enseignement? Faire sentir la société telle qu'elle est. Tiens, à l'école, c'est ça qu'on doit apprendre. On doit sentir la société telle qu'elle est. L'autorité de la société. Essentiel. Si vous lisez l'éducation morale, les leçons de pédagogie de Durkheim à la Sorbonne, dans la chaire que Buisson lui a cédée, et dans laquelle, dès le premier jour, il s'empresse de dire du mal de Jules Ferry et du collaborateur Buisson, en disant tout ça, c'est des protestants, des billevesés, tout ça, c'est pas la laïcité, ils n'y comprennent rien. Bon. Si vous lisez ce livre, chaque fois que je le lis, je tombe à la renverse. Durkheim me fascine, hein, parce que un tel autoritarisme, c'est chez ce républicain qui défend l'individualisme. Et cette tension est intéressante. Là aussi, aujourd'hui, nous sommes rattrapés. Alors, le but de l'enseignement, faire sentir la société telle qu'elle est, c'est-à-dire comme une puissance morale supérieure aux individus, jouissant d'une sorte de transcendance analogue à celle que les religions prêtent à la divinité. Voilà. Là, vous avez tout Durkheim, en réalité. Vous avez tout Durkheim. La religion. Mon modèle à moi, Durkheim. L'Église catholique, mon modèle. L'autorité catholique, mon modèle. Ce juif, descendant de 8 rabbins,
redéfinit la conscience collective et l'autorité sociale à travers le modèle que lui offre l'Église catholique. C'est la France. C'est merveilleux parce que c'est la France. Là, vous avez tous les fils. Hein. Il manque les musulmans qui arrivent maintenant, bon, qui vont entrer. Vous avez tous les fils qui se croisent. Donc, quatrième illustration de ma question, à partir de Durkheim, comparaison donc avec l'allié, ami et rival sur le terrain de l'école laïque, Ferdinand Buisson. Très grand monsieur que nous avons oublié aujourd'hui, malgré les très bons historiens qui s'en sont occupés, Françoise Loffel, Dubreuil en philosophie, bon, je vais quand même les citer parce que personne ne leur rend hommage aujourd'hui. Pierre Hayat, l'éditeur de beaucoup de livres de Ferdinand Buisson chez Quimet, Éric Dubreuil, je l'ai cité, Patrick Cabanel, comment oublier Patrick Cabanel, Jacqueline Gautrin, très bon livre sur la sociologie des équipes enseignantes au moment de Jules Ferry. Bon, je m'arrête là. Donc, en me servant de ces historiens, en suivant les pistes qu'ils m'ont données, j'ai lu presque tout Buisson. Et que dit Buisson? Il faut partir de la conscience de l'enfant. Car du fait du judéo-christianisme, qui est une autre sorte d'histoire naturelle, la laïcité découle de l'héritage judéo-chrétien et la conscience de l'enfant contient des germes moraux, ce qu'il appelle sa théorie de l'intuition, et contient des germes intellectuels, théorie de la raison, de l'intuition pour développer la raison. Il faut partir de cette conscience pour que l'enfant développe ses potentialités. Et la morale laïque, finalement, va être au service des potentialités qui sont dans la conscience enfantine. Durkheim hausse les épaules. Il n'y a pas une éternité judéo-chrétienne qui débouche dans la conscience de l'enfant. Foutaise. Il y a l'autorité de la société. L'école est au service de la société. Tiens, tiens. Alors que Jules Ferry et Buisson disent qu'il faut former l'esprit critique de l'enfant. On fait des leçons, l'autorité du maître est là, mais il faut amener l'enfant à se former lui-même par un autre. Ce qui est le paradoxe de la pédagogie, n'est-ce pas? Se former soi-même par un autre. Donc ils sont en désaccord. Et ça, c'est passionnant parce que, évidemment, aujourd'hui, vous pouvez retrouver le face-à-face entre Buisson et Durkheim sur ce qu'est l'école. C'était ma quatrième illustration, puisque, d'un côté, il faut partir de l'autorité de la société, qui, en République, a le culte de la personne humaine et des droits de l'homme, car Durkheim veut maintenir à la fois cette autorité de la société et cet immense avènement des droits de l'homme. Il tient absolument, c'est en cela qu'il est républicain, il tient absolument à tenir ces deux pôles, n'est-ce pas? Mais il va même jusqu'à écrire quand même, mais nevertheless, il écrit dans les leçons de sociologie que le culte de l'individu menace l'État. L'État républicain doit privilégier le développement de l'individu, doit respecter les droits de l'homme et du citoyen. Mais en toutes lettres, je n'ai pas la citation exacte, mais j'en suis sûr, en toutes lettres, l'individu menace l'État. Et donc, il ne faut pas que l'État, qui cela dit encore une fois n'est que l'organe réflexif de la société, il ne faut pas que l'État cède à ses pressions. L'individualisme risquerait de vaincre l'État. Nous sommes poursuivis par le passé. Bien, donc, vous voyez, il me semble qu'il y a une certaine constante ou une certaine obsession dans le chemin que j'ai suivi. Et donc, j'en suis venu finalement à la question du rapport entre cette autorité de l'État et les libertés religieuses. Vous, les juristes, en France, vous dites liberté des cultes. Vous parlez des cultes. Je sais bien que ça ne se borne pas du tout à ce qui se passe dans la chapelle ou dans la synagogue. Liberté des cultes, je sais que c'est beaucoup plus vaste que le simple culte. Donc, j'en suis venu là, et le titre étant « L'éternel défi et les religions en France depuis les origines ». Pourquoi depuis les origines? C'est l'éditeur qui a tenu à ce sous-titre qui est un peu menteur, puisque je ne parle pratiquement pas du Moyen-Âge, et je commence vraiment avec Louis XIV. Donc l'éditeur m'a dit non, il me l'a imposé. Il m'a dit, il ne faut pas vous arrêter à l'éternel défi, l'État et les religions. Il n'a pas voulu. Bon.
Ce livre recherche donc les conditions historiques et intellectuelles qui ont conduit à ce que les Français de nos jours appellent laïcité. Donc le livre ne porte pas sur la laïcité, mais il porte sur les rapports, le nœud, le lien, y compris au sein de la séparation. Je crois que pour les juristes, la laïcité est une notion assez précise. Je pense que vous parlerez de séparation entre les églises et l'État, de neutralité confessionnelle de l'État, d'égalité dans la loi entre les confessions. Vous parlerez aussi peut-être de la garantie donnée à la liberté de conscience, puisque, comme le souligne Portier dans son livre précédent, dès le premier article, la loi de 1905 dit « La République garantit la liberté de conscience ». La loi commence par cela. Enfin, Philippe a particulièrement insisté sur ce passage de la loi de 1905 et je crois qu'il a eu raison. Par contre, si pour vous, la notion de laïcité est assez précise, je crois que pour la société, pour les représentations de soi de la société, aujourd'hui, non. Il y a peut-être 7 ou 8 définitions en concurrence. Je pense que pour les partis politiques, non. Je pense que pour les journalistes, non. Donc je me suis dit, il faudrait que maintenant, j'essaye de montrer quel est l'héritage et comment l'héritage pèse. Parce que l'acception de cette idée de laïcité, ou en tout cas l'acception du rapport entre État et religion, parce qu'il faut quand même bien remonter au moins à Louis XIV, eh bien l'acception mérite d'être soulignée, car il se pourrait bien que ce gallicanisme pesât encore sur nous. Ce qu'on va peut-être contester. Le fil directeur du livre, vous l'avez dit, c'est la question « Que veut l'État ?» quand il parle de la laïcité, c'est-à-dire quelle finalité poursuit-il, consciente ou non consciente, selon quelle expérience historique, voire selon quelle tradition juridique et aussi politique. Quels moyens emploie-t-il pour concilier l'autorité qui est la sienne et la liberté que réclament les religions? Et là, je suis évidemment dans la continuité de mon questionnement. Et la première étape du livre, vous l'avez souligné, en 2015, fut le livre « Le religieux et le politique dans la Révolution française » où j'essayais déjà une première approche. Il existe un défi réciproque. Pourquoi? Vous l'avez largement expliqué. Défi de l'État envers les religions, dans la perspective de les soumettre à son pouvoir, éventuellement de les faire servir à sa gloire, comme Louis XIV au XVIIe siècle, comme la Révolution française en 1790 qui bouleverse l'Église de France par sa constitution civile du clergé et qui ordonne de tout soumettre aux principes de 1789. Et notre Sauveur Jésus-Christ, dit le rapporteur, notre Sauveur Jésus-Christ est tout à fait approprié, n'est-ce pas, pour accomplir notre révolution des droits de l'homme. Ou comme Napoléon, aussi bien sûr, qui contrôle et rémunère l'Église catholique à travers le Concordat de 1801 pour Bonaparte et 1802 pour Napoléon. Mais il y a un défi des religions envers l'État, comme le dit le philosophe Hegel, sur lequel je m'appuie. Je ne résiste pas au plaisir de citer. Addition au paragraphe 270, uniquement dans l'édition Vrin, car les autres éditions n'ont pas reproduit cette page extraordinaire. Dans la religion, tout se rapporte toujours à la totalité. Tout, totalité. Si cette totalité voulait s'emparer de tous les rouages de l'État, elle dégénérerait en fanatisme. Elle voudrait en effet avoir le tout dans chaque élément particulier et ne pourrait y parvenir qu'en détruisant tout élément particulier. Car le fanatisme est précisément ce qui ne veut pas admettre les différences particulières. Lorsque la piété se substitue à l'État, elle ne saurait admettre ce qui est déterminé au sens hegelien et le détruit. Il faut ajouter à cela que la piété, c'est un philo-protestant qui parle, Hegel, philo-protestant. Il faut ajouter à cela que la piété laisse à la conscience, à l'intériorité, le soin de décider et n'est donc pas déterminée, la piété n'est pas déterminée par des raisons. Si la piété doit passer pour la réalité effective de l'État, toutes les lois se trouvent de ce fait mises au rebut, et c'est alors au sentiment subjectif qu'il appartient de donner des lois. Bref, c'est l'horreur et nous sommes rattrapés par l'histoire, dans d'autres pays.
Ce sentiment a Dieu pour objet. Et l'on pourrait sans doute faire que Dieu soit ce qui détermine toute chose. Mais Dieu, c'est l'idée universelle. Et dans ce sentiment, il devient l'indéterminé, qui n'est pas fait pour déterminer ce qui dans l'état est là, sous une forme développée. Ce qui constitue le rempart, qui nous met à l'abri de l'arbitraire et de l'opinion positive, il faut mettre l'État à l'abri de l'opinion positive, religieuse, c'est précisément le fait que dans l'État, tout est ferme et assuré. La religion ne doit donc pas être en tant que telle ce qui gouverne. Donc, il y a un défi réciproque. L'État défie souvent les religions, ou veut les utiliser à son profit, ce qui est encore en réalité une défiance, parce que si on les laissait libres, ils seraient menacés. Et les religions défient souvent l'État parce qu'elles voudraient que le pouvoir spirituel réglât tout, jusque dans la vie quotidienne et à chaque instant. Il y a des pays d'ailleurs, hélas, qui l'appliquent. Point suivant, j'ai suivi le conseil d'Aristide Briand. Cette introduction, cet exposé des motifs à la loi de 1905, qui, je crois, fait 50 pages. Sur Internet, le président Debré avait donné une version référée. Peu importe. Elle est très longue, elle est historique. Et il dit, pour vous présenter ma loi, il faut que je remonte à Pépin le Bref, le père de Charlemagne. Nous sommes en 1905. Il faut que je remonte au père de Charlemagne. Lorsque Pépin le Bref et le pape Étienne II passent une alliance, si le royaume des Francs vient en Italie et délivre le pape du siège que tiennent les Lombards, et si nous, les Français, nous garantissons les états du pape, une histoire qui va rebondir, hein, Monsieur de Tocqueville, etc., etc. Hein. Si nous, Français, nous garantissons les états du pape, alors Étienne II dit « Je prends la France sous ma protection spirituelle désormais ». Cette alliance entre la légitimité divine du pape et la légitimité politique qui devient divine du roi des Francs, cette alliance pèse très très lourd sur la suite de l'histoire française, à mon avis, quitte à ce que nous en discutions. Je me trompe peut-être. Cette alliance qui va être une constante pendant plus de 1000 ans, jusqu'à la Révolution française au moins, 1789. L'idée de la laïcité, à mon avis, ne commence vraiment à apparaître, alors là, c'est un grand sujet de discussion, qu'au XIXe siècle, quand Victor Cousin, en 1845, dit « Oui, comme M. Guizot vient de le dire, l'État est laïque, messieurs, mais il n'est pas athée, car il pratique la justice. » Alors, il me semble que là, dans cette formule « l'État est laïque, mais il n'est pas athée », vous avez déjà Ferdinand Buisson. 40 années plus tard. Jules Ferry en 1880 aussi. Et alors, point suivant, non seulement il faut donc bien avoir en tête cet historique, puisque Briand nous a dit « vous ne devez pas oublier d'où nous venons », tout en découle maintenant ce que je vais vous dire dans les 3 ou 4 points suivants. De façon remarquable, l'Église catholique s'organise dès le Moyen-Âge comme un État, s'il y a un État au Moyen-Âge. Et l'État en France s'organise sur le modèle de l'Église. Et on peut observer entre deux des aspects d'imitation réciproque, de coopération entre eux, de concurrence, de rivalité et, bien sûr, de conflit, parfois. Le concept même de souveraineté, vous le savez, ça a été évoqué, vient des juristes du pape, vient du droit canonique, plenitudo potestatis, la plénitude de puissance du pape. Et Jean Bodin reprendra ce concept. Donc, en France, les rois ont besoin de l'Église. Et l'Église a besoin des rois. Tout est là. Tout est là. Point suivant. Selon la doctrine qu'on appelle gallicanisme, de Gallica, la Gaule en latin, le roi Louis XIV donne à l'Église française une grande autonomie vis-à-vis du pape de Rome. Il fait contrôler et filtrer par ses parlements, c'est-à-dire des juges, tous les textes émanant de Rome. Et comme on dit fièrement durant la Révolution de 89 à la Chambre, en France, je suis en train d'oublier le concile. Concile de Trente. Merci. En France,
le Concile de Trente n'est pas entré. Vous pouvez songer que le Concile de Trente, qui est à la base de notre Église catholique d'aujourd'hui, eh bien, il n'est toujours pas entré en France. Parce qu'il a été arrêté par les parlements. Voilà. Donc, ça veut dire que l'État a beau être l'allié du catholicisme, Bossuet est l'allié de Louis XIV. Voyez le chapitre sur la majesté dans Politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte, où le roi est comparé à Dieu 7 ou 8 fois. Comme Dieu, comme Dieu, comme Dieu, comme Dieu. Oui, mais vous tomberez comme un simple mortel et vous roulerez dans la poussière. Et ce qui reste d'éternel, c'est pas vous, c'est moi, l'Église. Moi, je suis éternel. Vous, petit monarque, grand roi, vous tomberez dans la poussière. Donc, la religion en France ne domine pas l'État. C'est l'État qui décide de façon souveraine. Et pour remercier le roi, l'Église de France dit du roi qu'il est un évêque de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il participe un peu, mais pas totalement, je viens de le dire, à la puissance de Dieu. La majesté est l'image de la puissance de Dieu dans le prince. Bossuet dixit. La majesté est l'image de la puissance de Dieu dans le prince. Mais ce n'est qu'une image, mais il la faut pour le peuple. Et il faut toujours se souvenir, avant d'en venir à l'État républicain, dernier mot, il faut toujours se souvenir que dans la monarchie absolue française, le roi est directement un élu de Dieu. Tout comme l'Église est directement issue de Jésus-Christ. Tu es Pierre et sur cette pierre, jeu de mots du Christ, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi. Il y a d'ailleurs une discussion sur ce passage. Ce n'est pas l'Église qui fait le roi. Le couronnement et le sacre servent à confirmer le choix de Dieu. Ce n'est pas le roi qui fait l'Église. Elle est issue du Christ et elle est elle-même corpus Christi, corps du Christ, dans la mystique catholique, mais non pas chez les protestants, bien sûr. D'où ma deuxième question, après que veut l'État, ma deuxième question sera: quelle est la force doctrinale d'un État sans légitimation religieuse? Je pense à la République. Quelle est la force doctrinale de cet État qui n'est plus auréolé de la protection de Dieu que lui assurait Bossuet? La laïcité, pour la nommer, consiste-t-elle dans l'absence de toute doctrine éthique et politique spécifiée de la République? La laïcité, est-ce que la République est neutre philosophiquement, neutre politiquement, neutre confessionnellement? La laïcité, est-ce le triomphe de la neutralité? Alors les juristes ont besoin de la neutralité de l'État. Mais c'est la neutralité confessionnelle. Jules Ferry, au Sénat, a dit 2 fois: « Messieurs, nous vous avons promis la neutralité confessionnelle. Mais nous ne vous avons pas promis la neutralité politique, ni non plus la neutralité philosophique. » Il a tout dit. J'ai pris le parti dans mon livre de montrer que cet État républicain, qui n'a plus l'auréole de la protection de Dieu, se veut un pouvoir spirituel, opposé, distinct au pouvoir spirituel des églises catholiques, protestantes, juives, si on peut employer ce terme. Et la laïcité, c'est une affaire d'État en France. Bon, si je dis ça, des juristes, ils ne sursautent pas, mais il y a des publics étudiants à qui je dis ça. Mais monsieur, c'est une affaire de citoyen. Oui, aussi, bien sûr, mais c'est d'abord une affaire d'État, parce qu'elle provient de ce rapport de coopération, de concurrence et de mimétisme qui a marqué le rapport entre la monarchie et l'État français. Mimétisme pas terminé, concurrence pas terminée, coopération éventuelle, qui continue. Et parce que, alors là le point est capital, cette laïcité est particulière, elle est républicaine. Mon ami Éric Anceau, dans son livre sur la laïcité, il m'a précédé 3 semaines, le coquin, je n'ai pas réussi à apparaître avant lui, il m'avait caché, je n'étais pas au courant. Bon. Donc, mon ami Éric Anceau dit, mais il y a beaucoup d'États laïques dans le monde. Mais nous, c'est une laïcité républicaine, liée à un État de nature républicaine. Ça veut dire qu'il s'adosse à son patrimoine
juridiques, des libertés, depuis au moins la Révolution française, certains disent avant, à un patrimoine juridique et politique. Alors, j'ai fini. Simplement, il faut que je dise que mon livre, quand même, à la fin, se prononce sur la laïcité. Ce n'est pas un livre sur la laïcité, mais il termine après un chapitre sur l'islam, qui est tout à fait à part, et qui est la grande question d'aujourd'hui, bien sûr. Le livre se prononce à la fin sur la laïcité. Dans le champ philosophique. La laïcité dans le champ philosophique. C'est-à-dire pas en tant que préconisation juridique ou politique. Je la présente comme une attitude de l'esprit et comme un travail de l'esprit. Une forme de spiritualité en ce sens. Je me sers de ma collègue, hélas décédée récemment, Monique Castillo, qui avait publié un très bon article dans Études sur la laïcité comme spiritualité. Je me retrouve à la fin du livre d'Henri Pénard-Ruiz sur Marianne et la République, où lui aussi dit « La laïcité est une forme de spiritualité ». Et Pénard-Ruiz a une bonne formule que j'aime bien. Cette forme d'esprit consiste à se déprendre de soi. Se déprendre de soi, il n'y a rien de plus difficile. Que j'illustre par un texte d'Alain, le philosophe Alain, Émile Chartier, que j'ai reproduit dans le livre. Penser, c'est dire non. Alors, il ne s'agit pas d'un nihilisme. Nihilisme, c'est-à-dire rien n'est vrai, rien n'est juste. Il ne s'agit pas d'un relativisme. À chaque école, sa doctrine et sa vérité. À chaque confession, sa vérité. Non. Il s'agit au contraire d'une libération pour accueillir la vérité que je me suis démontrée. Dire non à soi dans nos consentements, et le mot consentement, texte d'Alain, dans nos consentements non réfléchis, non examinés, à nos préjugements. Dire non à ce que nous avons reçu, comme dit René Descartes, de mes nourrices, de mes parents, de ma classe sociale, de mon entourage, de nos représentants d'autorité aussi, au gouvernement ou ailleurs. Dire non, ça ne veut pas dire les combattre, ça veut dire ne pas leur prêter un consentement non réfléchi. Car notre tendance première, c'est bien normal, dans une vie de femme et dans une vie d'homme, c'est d'avoir fortement tendance ou à faire confiance à certaines personnes, par exemple mes parents peut-être, ou peut-être un enseignant peut-être, ou peut-être, qui sait, peut-être un chef de l'État. Ça devient rare, hein, mais bon, peut-être. Mais, justement, Alain nous dit, la liberté de l'esprit consiste à se déprendre de ses consentements, dire non à soi-même, donc. Et il va jusqu'à écrire, vous n'avez pas le texte d'Alain sous les yeux, il est là, il va jusqu'à écrire, réfléchir, c'est nier ce que l'on croit. Qui croit ne sait même plus ce qu'il croit. À force de croire, il ne sait même plus ce qu'il croit. Qui se contente de sa pensée ne pense plus rien. Donc, il nous invite, comme René Descartes, à passer par le doute méthodique. Non pas pour rester dans le doute, et non pas pour dire « ouais, je crois ce que je veux, moi, hein. Bon, ouais, il y a des complots partout, hein. Alors je crois ce que je veux. » Non, c'est pas ça du tout, hein. Alain n'anticipe pas sur... Là, par contre, il n'anticipe pas sur ce qui se passe aujourd'hui, partout. Non. Si je fais ce nettoyage de mes préjugements, je peux m'ouvrir à l'autre. Car pour s'ouvrir à l'autre, il faut l'écouter. Et éventuellement, discuter. Si je suis toujours dans mes préjugements, si je suis toujours dans... Avec ce que ça a de noble et de digne, n'est-ce pas? C'est pas un homme qui serait sans confiance, un homme qui serait sans préjugement, mais il serait fou, tout simplement. S'il est sans préjugement, il est fou. Bon, triste situation. Donc, comprenons bien, il ne s'agit pas de condamner le fait que nous avons tous des préjugements. Mais le prix de la liberté, c'est justement d'essayer de fonder ce qu'on n'a pas fondé. Et Alain va jusqu'à écrire « Même une doctrine vraie, elle tombe au faux par cette somnolence. » Peut-être certains d'entre vous me diront « Mais enfin, le vrai, c'est le vrai, point à la ligne. Le vrai est vrai en soi. » Pourquoi est-ce que cette somnolence, c'est-à-dire je n'ai pas examiné, là, hein, c'est ça que ça veut dire, je n'ai pas réfléchi sur cette doctrine. Pourquoi est-ce que le vrai deviendrait faux? Eh bien, pour expliquer Alain, je dirais, le vrai devient fallacieux. Par fallacieux, je veux dire ce qui a l'apparence de la vérité, mais que je ne me suis pas démontré à moi-même, et qui donc risque de m'induire finalement en erreur. Une vérité, c'est quelque chose que j'ai examiné, je n'ai pas
toujours la compétence, par exemple une vérité scientifique, je sais bien. Mais en tout cas, quand je parle d'une vérité, il faudrait que j'ai examiné ses fondements. Et la laïcité, selon moi, c'est quand justement nous commençons par dire non à nos préjugements. Alors je pense que vous allez maintenant me dire non, mais peut-être d'abord vous dire non à vous-même avant de me dire non. Merci. Merci.